Puisqu'il me revient de prendre la parole la première, et aussi, je dois le dire, un peu dans l'attente dans l'espoir d'un projecteur qui ne ternisse pas les ors que je me propose de vous montrer, entre autres les paysages que je me propose de vous montrer, je voulais en introduction dire quelques mots de l'Asie sous une double figure, d'une part le mot Asie et d'autre part la notion que pouvaient avoir les Grecs de l'Asie. En termes d'étymologie, je dois à l'amitié de notre confrère Charles de Lamberterie l'attestation première en grec, plus exactement en mycénien, sur les tablettes de Pinos apparaît une potnia qui porte le nom de l'Asie et dont on peut évidemment identifier avec l'Asie, mais qu'est-ce qu'on entend à l'époque par Asie? Là commence évidemment l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, et je dis des choses pour l'instant qui ne réclament pas forcément justement d'être illustrées, c'est que la première image, les images successives que se font les Grecs de ces terres lointaines, en particulier de celles dont je vais particulièrement parler, c'est-à-dire le centre de l'Asie, la Sibérie pour employer un mot moderne, c'est une image en noir et blanc qui va se colorer petit à petit, qui recoupe les trois étapes du mythos au logos, étapes dont on peut considérer que Hérodote est à l'articulation qui commence le véritable logos sur l'Asie. Ce sont d'abord des terrains inconnus, des confins irréels qui sont noirs et blancs, je le répète, noirs parce que c'est le pays des Cimmériens, noirs parce que c'est le pays du bout du monde, noirs parce que c'est l'entrée des enfers, où Ulysse s'aventure pour consulter l'ombre de Tirésias, mais blanc puisque ces peuples très lointains semblent apparaître chez Homère sous le double nom de hippémolgue, trayeur de juments, et surtout de galactophage, mangeur de lait. Pays noir et blanc, et puis c'est aussi là que sont les îles des Bienheureux, c'est aussi là que cette Hyperborée où se réfugie Apollon dans sa retraite hivernale teintée de blanc par la neige et la blancheur des cygnes que parfois même il monte. Noir et blanc aussi, les légendes, ou plus exactement, elles commencent à prendre une couleur, mais qui est plutôt de la lumière, comme souvent chez les Grecs, que de la couleur, avec l'histoire de la toison d'or, par exemple, avec l'histoire du feu que Prométhée sur le Caucase est puni d'avoir donné aux hommes, avec aussi tous les mythes du métal qui attirent les Grecs vers ces terres lointaines, les mythes des Kabyres, Telchine, qui sont évoqués dans les errances d'Io par Échille. Les monstres aussi, qui sont des obstacles précisément, nous y reviendrons sur cette route du métal, comme par exemple les arimasques qui arrachent l'or aux griffons. Et puis ensuite, les choses se précisent avec l'expédition des Argonautes, et petit à petit, les terres vont être appropriées. Non sans mal, comme le traduit l'ambiguïté du nom même de la mer Noire en grec, Pontos Euxeinos. Pontos, c'est la mer sous sa notion de ce qui unit, de route de la mer. Euxeinos est une manière de détourner ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire axeinos, non pas hospitalière, mais inhospitalière, le tout revenant d'ailleurs, et c'est aussi une histoire étymologique très intéressante, à un achéna iranien qui signifie noir, donc la mer Noire a toujours été la mer Noire, sauf qu'il ne s'agissait pas de sa couleur, mais de son orientation, le noir étant traditionnellement lié à une orientation vers le nord. C'est enfin des terres qu'on s'approprie, et là c'est l'époque d'Hérodote, et là nous allons passer justement de la légende à la cartographie. Après Anaximandre, dont on sait peu de choses au 7e siècle, vient Hécatée de Milet, dont on sait simplement qu'il mettait Milet et la mer Égée en général au centre d'un monde encore très peu divisé en continents. Mais cette cartographie se double bientôt d'enjeux politiques et M. le secrétaire perpétuel avait tout à fait raison de souligner l'actualité finalement des thèmes que nous allons toucher, puisque en réalité l'Asie est une construction politique grecque, du moins on peut le prétendre si on est un petit peu provoquant. Il n'est pas indifférent que Anaximandre, comme Hécatée, comme Hérodote d'ailleurs, soient des gens de la côte d'Asie mineure, autrement dit des gens de Milet pour les deux premiers, Milet qui justement a envoyé ses colons en mer Noire, en tout cas les premières colonisations grecques en mer Noire ont été le fait des Milésiens, et Milet aussi qui était la première exposée aux incursions des Perses. En réalité, on pourrait construire le paradoxe selon lequel l'Asie n'est rien d'autre qu'une construction grecque en face des Perses. En réalité, d'ailleurs, cela semble prouvé par le célèbre vase des Perses de Naples,
qui certes est plus d'un siècle postérieur aux histoires d'Hérodote, mais où l'on peut voir des visous, et il semble que ce soit la première image légendée d'Asia, alors que comme vous savez, les images d'Europe sont très nombreuses. Asia, elle est assise à côté de Zeus, et elle fait pendant à non pas Europe, mais à Hellas. Donc le couple est bien un couple Grèce-Asie, beaucoup plus qu'Europe-Asie. Autrement dit, l'Europe est assimilée à la Grèce. J'aurais dû vous dire tout à l'heure qu'il est possible qu'avant même le linéaire B, nous ayons une étymologie intéressante, puisque apparaissent dans une stèle assyrienne qui cite du phénicien 2 termes, qui sont les termes de Assou pour le rivage oriental de la Méditerranée, tel que le vivaient les Phéniciens, et Ereb pour le rivage occidental. Est-ce là l'origine des 2 termes Asie-Europe? La question, je crois, reste tout à fait discutée par les linguistes, mais cela méritait d'être souligné. Voilà donc pour ce qu'on peut dire de l'Asie, et vous allez le voir tout à l'heure avec des images dont j'espère qu'elles seront lisibles, même avec ce projecteur-ci. Zeus nous est favorable, qui envoie quelques nuages pour cacher un peu le soleil. Je voudrais signaler aussi que, indépendamment de la modernité du contemporain qui fait que des grands savants comme Paul Bernard ici présent ont énormément apporté à cette connaissance de l'Asie lointaine, il y a une très riche tradition de notre académie et des travaux de notre académie, et je voudrais citer pour ma part, au XVIIIe siècle, Joseph de Guignes, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qui a écrit le premier un mémoire dans lequel on entreprend de fixer la situation de quelques peuples scythes dont il est parlé dans Hérodote. Donc, mémoire qui a été publié par les travaux de notre académie en 1770. Et il ne doit pas, Joseph de Guignes, être discrédité par le fait que dans un autre mémoire, ridiculisé par Voltaire, il a cherché à prouver que les Chinois, la civilisation chinoise, était une colonie égyptienne. Ça, évidemment, on peut peut-être plus en discuter. Donc voilà, je vous montre si elle est lisible, enfin vous l'avez tous dans la tête. C'est simplement pour vous dire qu'il faut bien, c'est évident ce que je vais dire, mais on ne se le rappelle jamais assez. Il est bien évident qu'Hérodote et les autres n'avaient pas cette carte-là dans la tête et que pour eux, le monde était quelque chose de beaucoup plus informe que ce que tous, depuis l'école scolaire, depuis le primaire, nous avons dans la tête. Donc voilà l'ensemble de l'Eurasie. Et si je voulais vous montrer cette image-là, c'est parce qu'elle essaye de matérialiser la bande steppique qui aura une telle importance et qui est ce dont je vais vous parler. Cette bande steppique dont vous voyez qu'elle est en quelque sorte interrompue au milieu par un blanc, par une coupure qui restait valable jusqu'au 7e siècle avant notre ère justement, et qui isolait un massif que j'appellerais purement asiatique d'un massif beaucoup plus européen. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que des recherches récentes ont montré que c'est à partir du 7e siècle, c'est-à-dire avec l'émergence active du nomadisme, que les ADN asiatiques, les ADN mitochondriaques, pour être précis, asiatiques et européens, se sont mélangés. Voilà la façon dont on peut reconstituer l'image que se faisait Hérodote du monde, et vous verrez que finalement, toute ma communication est une imposture, puisqu'en réalité, l'Asie pour Hérodote, c'est l'Asie iranienne, c'est l'Asie mineure, c'est l'Asie qui correspond globalement à l'ennemi, c'est-à-dire à l'Empire achéménide, et qu'en réalité, ce dont je vais parler dans la tête d'Hérodote, c'est bien plutôt l'Europe que l'Asie, même si pour nous, évidemment, contemporains, c'est l'Asie. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils placent les arimaspes qui gardent l'or au nord de l'Europe, et non pas au nord de l'Asie. Alors, 2 mots rapides d'Hérodote et de ses sources. Le problème est de savoir, évidemment, si comment Hérodote a-t-il pu parler de tout cela? Est-il allé ou non là-bas? Là encore, je passe sur l'argumentation faute de temps, mais la réponse, elle sera naturellement discutée par écrit, mais la réponse est oui. Hérodote est très certainement allé à Olbia, c'est-à-dire ici, je ne sais pas comment on sert de la petite flèche, mais enfin vous voyez Olbia qui est à l'embouchure du Dniepr, c'est-à-dire le Borystène des anciens. Il a dû faire des excursions aux environs immédiats, et puis il a continué le tour de la mer Noire, puisqu'il nous parle de la Colchide. Et au moment où il essaye d'estimer le nombre de la population scythe, il nous dit combien sont-ils? Tosde mentoi, apefainon, moi es opsin. Voici ce que j'en ai vu par moi-même. J'en ai vu, et c'est, je crois, le seul moment dans les histoires où il ne dit pas « j'ai entendu dire, on m'a dit que, on rapporte, mais j'ai vu ». Et je crois pour ma part, et je crois qu'il faut croire qu'il est allé
qu'il est allé à Olbia. Il revient à Athènes vers 447, et là encore, il y a une coïncidence qui me paraît tout à fait significative. 447, c'est le début de la construction du Parthénon. Et cela fait sens, parce qu'Hérodote revient en train de raconter ce qu'il a vu chez les barbares, et notamment en Colchide et dans la mer Noire. Or, l'entreprise d'Hérodote, comme nous le savons tous, c'est d'expliquer le conflit avec les Perses, c'est d'expliquer les guerres médiques, de les comprendre, peut-être avec l'espoir qu'elles ne se répètent plus. Hérodote cherche donc à comprendre le conflit, qui est un conflit Europe-Asie. Périclès et Dédphidias veulent en effacer les traces en reconstruisant l'acropole dévastée. Il y a donc un parallélisme là tout à fait intéressant, et on aimerait bien être petite souris et avoir assisté aux conversations qui ont été celles d'Hérodote et de son grand ami Périclès, car tout ça est réel, ce n'est pas seulement dans nos livres scolaires. Faute d'ailleurs de prix Nobel, les Athéniens décernent à Hérodote pour son œuvre un prix de 10 talents d'argent, après quoi Hérodote, comme chacun sait, part en Grande Grèce, à Tourioi, qui vient d'être fondée. Je passe très rapidement sur d'autres sources d'Hérodote qui sont des sources que nous avons perdues, comme les Arimaspéia, un poème épique d'Aristéas qui aurait vécu au 7e siècle avant notre ère, mais qui était encore connu tardivement, puisque Pausanias le connaît, Olugel aussi, qui cite les Arimaspéia, et là encore, c'est des choses concrètes qui sont très émouvantes. Parmi les livres rares sur lesquels il tombe par hasard chez un brocanteur sur un quai de Brindisi, il achète encore les Arimaspéia d'Aristéas. Cet Aristéas est doublé de pouvoirs étranges, dont d'ubiquité, bilocation, il meurt dans un endroit et réapparaît dans un autre, sous forme d'un corbeau, ce qui n'est pas indifférent. Il est capable de voyager en dehors de son corps. Bref, il y a là tout un pan qui pourrait faire l'objet d'un colloque entier, mais que je ne fais qu'effleurer, qui est le pan des sources de l'irrationnel chez les Grecs, qui ont été très bien traités il y a un certain temps par Dodds dans son livre « Les Grecs et l'irrationnel ». Et c'est vrai que probablement, la pensée grecque n'aurait pas été tout à fait ce qu'elle a été s'il n'y avait pas eu un côté quasiment chamanique, quelle que soit la difficulté d'employer le terme, je n'hésite pas à l'employer, qui entre en partie dans le pythagorisme. C'est vrai aussi de l'histoire d'Abaris et de sa flèche, à la fois chamanique et apollinienne, que les auteurs tardifs, cet Abaris, font chevaucher sur une flèche comme une sorcière sur son balai. Et puis c'est vrai avec des tas d'autres pans, évidemment, de la civilisation scythe dont parle Hérodote. Je vais parler du phénomène des chamans ambigus sur le plan sexuel, à la fois hommes et femmes. Je vais parler aussi de leur usage du chanvre, enfin de leur usage du cannabis. Bref, tout un pan que nous laisserons de côté, mais qui est tout à fait passionnant. Cette carte essaye de localiser de façon extrêmement approximative et un peu difficile, bien sûr, les peuples, vous le voyez, dont nous allons parler et dont parle Hérodote. Cette localisation des peuples, je le dis tout de suite, elle est à mes yeux totalement impossible. Et l'entreprise est compliquée pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a qu'Hérodote comme source pour la plupart de ces noms de peuples. Ensuite parce qu'un même peuple peut avoir plusieurs noms, ou le même nom au contraire peut désigner le même peuple. Par exemple les Koumans, plus tard, qui sont aussi appelés Polovs et qui sont aussi des Turcs Kipchaks. Donc s'y reconnaître est bien compliqué. Par ailleurs, les rivières qui devraient constituer des repères fixes ont des noms incertains. On sait de façon sûre, par exemple, que Hérodote s'est trompé en ce qui concerne l'Arax et qu'il a confondu l'Arax arménien du nom de l'Arax donné à la Moudaria d'Asie centrale, de l'Oxus des Anciens. Ensuite, évidemment, il est tout à fait impossible de faire correspondre un faciès archéologique à un peuple précis, d'autant qu'il y a une certaine homogénéité dans l'ensemble de ces cultures nomades que sont les cultures scythes. Enfin, les orientations linguistiques que donne Hérodote sont ambiguës. Que veut dire Antion quand il dit que les Icédons sont en face des Massagètes? Que veut dire Uper des Toutones quand on dit au-dessus d'eux, ou bien Uperten, ou bien Catuperté? Enfin et surtout, et je pense que c'est là le plus important et qu'il ne faut pas perdre de vue, Hérodote est un rationnel grec. Pour lui, les choses doivent être carrées. D'ailleurs, il dessine de la Scythie, il transforme la Scythie en rectangle. Alors que le monde des steppes est un monde mouvant, que c'est une mer avec des flux et des reflux de peuples, et que le tableau au 5e siècle n'est pas le même qu'au 6e, ni qu'il sera au 4e. Et soit dit en passant d'ailleurs, les images que nous avons tous dans la tête du célèbre art dit gréco-scythe datent du 4e siècle, c'est-à-dire sont postérieures à Hérodote. Ceci dit, ma conviction intime est que l'Altaï et la Touva, c'est-à-dire le centre même de l'Asie, sont particulièrement concernés. Donc je passe rapidement, je fais en une minute l'histoire des fouilles. C'est d'abord la collection sibérienne avec ce premier objet apporté au début du XVIIIe siècle au tsar Pierre le Grand.
Et là encore, je ne peux pas ne pas dire en passant que ces formes en boucle, ces formes ouvertes, ces formes sans cadre, traduisent bien le côté mobile, dynamique, ouvert sur l'espace des nomades, car en fait, Hérodote appartient à une civilisation qui est la nôtre, où le temps est la mesure préférée. Nous avons des monumentum et des signaux qui nous signalent le temps, alors que pour les nomades, c'est l'espace qui est la dimension la plus importante, comme le montre également, si toutefois, voilà, comme le montre également, comme le montre également ce double S, on dirait le courant alternatif, 2 fois répété, le double S de cette image de combat d'animaux. Une image pour vous rappeler que la civilisation des Scythes est une civilisation scythique en général, est une civilisation de cavaliers archers. J'ai parlé de la collection sibérienne, alors je passe sur le fait qu'au XIXe siècle, il y a beaucoup de fouilles pratiquées d'ailleurs souvent par des gens envoyés en Sibérie par le tsar. Et puis, très délibérément, je choisis un deuxième moment qui sont la découverte de choses que vous connaissez, donc je vais assez vite, qui sont les tombes gelées de Pazyryk dans l'Altaï. Vous avez ici une vue de Pazyryk, une vue d'un des sarcophages en mélèze dans lequel est le corps gelé. Et ce phénomène du gel a permis de conserver des feutres, des tentures, comme vous avez ici, des couleurs, des matières, des tapis de sel, des signes, comme celui-là, ou bien encore des objets en bois et en cuir, comme ceux-là. Donc l'Altaï, et puis, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, des fouilles tout à fait récentes dans la République autonome de Touva, c'est-à-dire dans un point qui est localisé comme étant le centre de l'Asie et qui est pratiquement pour nous à l'intersection du Kazakhstan, de la Russie et de la Chine. Donc je propose, pour aller vite, de suivre Hérodote et de partir avec lui, puisqu'en fait, il commence ainsi sa description des peuples scythes. Je le cite, c'est le cas de le dire. Après le port des Borysténites qui occupent justement le milieu des côtes maritimes de toute la Scythie, les premiers peuples qu'on rencontre sont, alors c'est une grande énumération dont je vais retenir que quelques noms, les Callipydes, les Myxélènes, les Alazons, les Scythes laboureurs, les Neurs qui se changent en loups une fois par an, c'est la première mention connue de la lycanthropie. Et puis à l'est du Dniepr, donc on est encore en tout cas à nos yeux en Europe, les Scythes cultivateurs. Et là je m'arrête parce que c'est les Scythes en grec géorgoi. Et là on affronte une des premières difficultés du texte grec, c'est que ce qu'a entendu Hérodote de ses informateurs, géorgoi, correspond à un terme iranien, gowarga, qui veut dire qui s'occupe du bétail. Donc en fait ils ne sont pas du tout cultivateurs, mais ils sont déjà éleveurs. Ensuite, il y a les androphages, les Scythes nomades, les Scythes royaux, et puis on arrive enfin chez nous, si j'ose dire, au-delà du Tanaïs, autrement dit le Don, ce n'est plus la Scythie. Et là, donc, il y a plusieurs contrées. La première appartient aux Sauromates, sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, parce que la façon dont ils sont issus d'une union des Scythes et des Amazones est tellement grossière et scatologique que je vous demande d'aller vous référer vous-même au texte, car ça n'est pas digne de la villa Kérylos. En revanche, je m'arrête au peuple suivant, qui est celui des Boudinoi, qui est celui des Boudins. Et je vous lis le texte d'Hérodote. Ils sont nomades et les seuls des peuples de ces régions qui Phteiro trageussi, donc ils mangent des phtèires. Et là est en question le sens du mot phtèire en grec, qui a, comme chacun sait, 2 sens. Ce sont soit les poux, soit les pignons de pain, les amandes de pain. Et en effet, encore aujourd'hui, les pignons de pain et de seize sont très appréciés en Sibérie, qui en fait même le commerce. Alors comment faut-il comprendre? La traduction des universités de France a choisi le mot le plus innocent, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils mangent des pignons de pain. Mais en fait, nous avons plusieurs preuves qui nous montrent que ce sont bien des poux qui sont concernés. C'est d'abord la mention chez Athénée du surnom d'une courtisane qui s'appelle Phteiropyle et dont on peut craindre qu'elle n'ait, si j'ose dire, à sa porte autre chose que des pignons de pain. Plus sérieusement, ou presque, Platon, dans le Sophistes, compare la stratégique, donc l'art de la guerre, et la phteiristique, l'art de la phteiristique, qui n'est pas l'art de chercher des poux au sens rhétorique du terme, mais l'art de les chasser au sens propre du terme. Ainsi, d'ailleurs, chez Hérodote, ailleurs, phteir a le sens de poux. Du reste, il montre des femmes libyennes dans le monde sud symétrique du monde nord qu'il décrit, cherchant des poux dans leur longue chevelure. Je cite, si elles sont mordues par un poux, elles le prennent, le mordent et le jettent ensuite. Donc c'est bien de poux dont il est question.
C'est bien sous les ongles royaux, la mort des petits poux, comme dit le poète. Et donc on a sur cette scène que vous avez là l'illustration de ça, car la dame qui est assise sous l'arbre a la main dans les cheveux d'un monsieur auquel elle manifeste l'amour le plus grand qu'on peut manifester à l'homme aimé, c'est-à-dire comme le montrent aussi d'autres tableaux plus maternels, des Hollandais au XIXe en passant par Murillo, cherchant des poux. Voilà. Ensuite, très rapidement aussi, mais c'est particulier, voilà la main dans la chevelure qui ne fait aucun doute. Je reviendrai sur cette plaque. Alors là, il n'y a pas besoin de commentaires à faire. Les Irques, je lis Hérodote, vous regardez la plaque. Ils ne vivent que de gibier, qu'ils prennent de cette manière. Comme tout est plein de bois, les chasseurs montent sur un arbre pour épier et attendre la bête. Ils ont chacun un cheval dressé à se mettre ventre à terre afin de paraître plus petit. Ils mènent aussi un chien avec eux. Aussitôt que le chasseur aperçoit du haut de l'arbre la bête à sa portée, il l'atteint d'un coup de flèche, monte sur son cheval et la poursuit avec son chien qui ne la quitte point. Vous avez tout, le chasseur dans l'arbre, le chasseur par terre et ici à droite, le chien dans l'arbre. Je continue rapidement avec les Argipéens, mais je ne résiste pas, bien que les images soient complètement dévalorisées par la lumière. Quelques images de la steppe du centre de l'Asie. Hérodote nous parle, alors il aborde les Argipéens. Je ne suis pas du tout en train de faire une, identification des Argipéens avec les gens d'Arjane II, mais quand même il y a des points communs intéressants. Je lis Hérodote. Tout le pays dont je viens de parler jusqu'à celui des Scythes est plat, et les terres en sont excellentes et fortes. Donc c'est la steppe herbeuse que vous avez ici avec des fleurs et des edelweiss. Mais au-delà, il est rude et pierreux, lithodes, kai, trekea. C'est l'approche des montagnes. Lorsque vous en avez traversé une grande partie, vous vous trouvez des peuples qui habitent au pied de hautes montagnes. Oréon, Upsélone. Je pense pour ma part qu'il s'agit, comme le montrent les sommets enneigés que vous devriez voir mais que vous ne voyez pas, il s'agit non pas de l'Oural, qui n'est jamais qu'un amas de grosses collines, mais véritablement de l'Altaï. Enfin, nous revenons là à cette plaque, qui est une double agrafe, pardon. On dit qu'ils sont tous chauves de naissance. Et en effet, on sait que soit les gens de l'Est se rasent la tête, et aussi qu'ils ont une pilosité quelque peu raréfiée. Hommes et femmes, qu'ils ont, là, oui, il y a le parallèle entre la selle moderne et la selle antique, qu'ils ont, alors c'est ce que je vais vous montrer avec l'image suivante, qu'ils ont le nez aplati, Simos, le nez Camus, et le menton allongé, Guinéa megala, dont je me demande si ça ne signifie pas aussi le menton large, les pommettes larges. Ils ont une langue particulière, mais ils sont vêtus à la Scythe. Alors, je vous montre rapidement le monument au centre de l'Asie tel qu'il a été défini par Humboldt et qui se trouve à Kizil, la capitale de la République de Touva. Vous voyez le monument au centre de l'Asie. Alors là, j'en reviens aux fouilles d'Arjane extrêmement rapidement. Arjane I, 9e ou 8e siècle avant notre ère, où on a trouvé cette étonnante panthère enroulée qui fait écho à celle de la collection sibérienne. Et Arjane II, où on a fouillé tout récemment une tombe qui a livré un couple absolument couvert d'or, ce que je vais montrer rapidement, parce que de toute façon, les images ne valent rien, donc elles sont à refaire. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement l'abondance de l'or, c'est aussi le fait que cette technique de l'or pour une tombe que l'on s'accorde à dater du 7e siècle avant notre ère ne doit rien à la technique des orfèvres grecs. Donc ça décale, comme d'ailleurs on le fait de plus en plus, les premières manifestations d'une civilisation scythique nomade au centre de l'Asie. Donc je vais rapidement, pour en venir tout de même à un point précis, qui est le fait que vous voyez ici à droite de la tombe, devant l'homme, une grande barre qui correspond à la barre de ce qu'on appelle son gorite, autrement dit le carquois pour mettre à la fois l'arc et les flèches. Voilà tel qu'il est avec les flèches dedans à gauche, sans les flèches à droite. Et là, même les premiers fouilleurs d'ailleurs ont fait l'erreur. On a rapproché ça peut-être un peu trop rapidement des images qu'on a au IVe siècle qui sont très connues d'étuis de carquois, comme celle-là. Étui court, alors que là, nous avons un étui long qui ressemble bien plus à l'image des archésites et des personnages asiatiques que l'on voit sur la première céramique grecque. Je continue. Alors, je passe sur la langue, faute de temps. Ils vivent dans des maisons de feutre, évidemment. On ne peut pas ne pas évoquer les yourtes. Et Hérodote dit que le feutre entoure un arbre. L'arbre, c'est naturellement le tressage, les lattes qui supportent la tente. Autre chose également, je vais très vite, mais vous aurez évidemment tout ça dans le texte écrit,
Je lis Hérodote. Ils vivent du fruit d'une espèce d'arbre appelé pontikos. Cet arbre, à peu près de la grandeur d'un figuier, porte un fruit à noyau de la grosseur d'une fève. Quand ce fruit est mûr, ils le pressent dans un morceau d'étoffe et en expriment une liqueur noire et épaisse qu'ils appellent ascu. Ils sucent cette liqueur et la boivent mêlée avec du lait. À l'égard du marc le plus épais, ils s'en font des galettes. Alors on s'est beaucoup interrogé, je vais rapidement, probablement on a pensé à 1000 choses, il s'agit certainement d'une variété de prunus, c'est-à-dire d'une forme de merisier, mais innombrables sont les variétés et sous-variétés de prunus, on peut penser au prunus avium, le merisier sauvage qui greffé après Lucullus, comme chacun sait, a donné toutes nos bigarreaux et autres. On peut en penser au prunus padus, qui est un arbre mythique de la Sibérie, c'est Cherio mukha en russe, c'est un arbre qui fleurit blanc au printemps, qui est l'objet de nombreuses chansons, mais aussi qui a une utilisation nourricière et médicale. On peut penser au prunus mahaleb. Je fais une hypothèse à vérifier. Il s'agirait du prunus fruticosa, c'est-à-dire le cerisier sauvage des steppes, qui existe à l'état d'arbuste, à l'état sauvage, même dans la zone d'Arjane. Pourquoi parlais-je de tout ça? Parce que dans la tombe dont je vous ai montré l'image tout à l'heure, on a retrouvé, qui était accroché au mur de la tombe, un sac contenant des noyaux dont j'ai rapporté, ne le dites pas surtout, quelques-uns de l'Ermitage, que j'espère, ils ont été regardés par des paléobotanistes, mais on ne peut pas décider ce qu'est la variété à partir d'un noyau. Il faudrait une analyse ADN, que j'espère encore avoir l'occasion de faire, une analyse génétique ADN. Alors après, il y a les Icédons, mais on bascule là, et là je vais aller très vite, parce que je suis la dernière au monde à avoir le droit de dépasser le temps qui nous est imparti. On arrive donc chez les Icédons, au-delà desquels on trouve les arimaspes, pardon. Tout va bien. Non, mais je suis soucieuse de... Mais non, vous n'allez pas stresser. Si, je le suis. Il y a quand même une chose que je me plais évidemment tout particulièrement à dire, c'est, parlant des Icédons, alors les Icédons ont des tas de coutumes terribles. Hein. Par exemple, quand un Icédon a perdu son père, je lis, il l'égorge et l'ayant coupé par morceaux, il coupe le cadavre et mêlant toutes ses chairs ensemble, ils en font un festin. Quant à la tête, ils en ôtent le poil et les cheveux, et après l'avoir parfaitement nettoyée, ils la dorent et s'en servent comme d'un vase précieux dans les sacrifices solennels qu'ils offrent tous les ans. Alors, on n'a pas trouvé de crâne revêtu d'or, en tout cas dans des tombes sithiques, parce qu'il semble qu'il y en ait ailleurs. Et il est possible que là, il y ait eu une déformation du témoignage qui a été celui d'Hérodote, et que peut-être qu'on parle simplement de rites où on enlève la chair, on embaume, on retire le crâne pour en retirer la cervelle, de façon à assurer la conservation, l'embaumement et la conservation du corps, qui, eux, sont tout à fait attestés dans notamment les tombes de Pasiric et dans les momies gelées de Pasiric. Ce qui, naturellement, je ne pouvais pas ne pas relever, c'est la fin. Chez eux, Socrates de homoios ai gunaikes toisi andrasi. C'est-à-dire que chez eux, les femmes ont autant d'autorité que les hommes. Pourquoi est-ce intéressant? Bien sûr, problème moderne s'il en est, mais c'est intéressant parce que Hérodote relève là une chose que tous les ethnographes ont relevée, qu'on relève encore maintenant. Il suffit d'avoir vu des femmes nomades entrer sur un marché en Asie centrale. Il y a une place de la femme dans les civilisations nomades qui en fait en effet beaucoup plus l'égale de l'homme que dans les civilisations sédentaires. Les tâches étant beaucoup plus interchangeables, la place de la femme chez les nomades, d'ailleurs il y a eu des reines sarmates, il y a eu des reines scythes, et donc, comme Tomiris, celle qui a d'ailleurs plongé le crâne de Cyrus dans un seau du sang de son fils, elles n'étaient pas forcément tendres, ni très féminines, mais enfin, elles avaient du pouvoir, elles existaient à l'égal des hommes. Je voudrais terminer avec des images de quelque chose où on bascule dans la légende, c'est-à-dire les arimaspes et les griffons. Hérodote nous raconte comment, tout à fait au nord, nous avons un peuple qui s'appelle les arimaspes et qui arrache l'or aux griffons qui le détiennent. Alors, une communication récente à l'Académie nous a dit l'essentiel, à savoir a proposé une étymologie tout à fait convaincante de ce nom de arimaspe. Aspa, c'est bien sûr le cheval en iranien, on le savait depuis longtemps, mais notre collègue Pinault nous a démontré de façon tout à fait convaincante que la première syllabe était issue d'un aram iranien qui signifie adapté, prêt, paré. Et j'aime bien ce mot de paré parce qu'il est possible qu'il ait la même ambiguïté en iranien et en français, c'est-à-dire à la fois prêt à partir très très vite pour échapper aux griffons, mais aussi paré comme le sont les chevaux dans le monde nomade, c'est-à-dire décorés de toute une série d'ornements, de harnachements, de plaques frontales, de plaques pectorales, etc.
Alors, je vais montrer quelques images de ces griffons. D'abord, la plus ancienne, je reviens, qui est celle du vase de Kellermès, donc fin du 7e siècle, plutôt postérieure et au mieux contemporain de ces fouilles d'Arjane dont je vous ai montré quelques objets en or. Vous y voyez ici un griffon tout à fait à la grecque, comme celui des monnaies grecques, comme celui de la tradition grecque, entouré de 2 créatures velues dans lesquelles on pourrait voir des satyres ou des silènes si on était dans un monde plus tardif, mais qui ici sont certainement des arimasmes. D'ailleurs, Tsétsès, l'une des sources par lesquelles l'histoire nous est racontée, est le seul, en citant du reste les Arimaspéia d'Aristéas, à mentionner ce caractère velu des arimasmes. Il n'est pas sûr pour autant que les griffons dont parlaient les Arimaspéia aient eu la forme canonique du griffon tel que la connaît l'art grec et tel qu'on la retrouve ici sur le même miroir de Kellermès. Ou encore ici sur cette image, les griffons sont très très nombreux et en particulier on en trouve beaucoup sur ces fameux vases de Kerch qui étaient des vases fabriqués à Athènes pour l'exportation dans le monde scythe. Voilà encore, alors quelquefois on voit même des arimas chevaucher des griffons, ce qui est quand même un comble. Mais ces images de griffons, on en trouve aussi de superbes à Pazyryk, comme celui-ci. Et j'ai un plaisir tout particulier, parce qu'il a été découvert par Henri-Paul Francfort ici présent, à vous montrer ce griffon, j'ose l'appeler ainsi, de Béral, qui, à vrai dire, à mon sens, peut-être c'est aussi parce qu'il n'a pas d'aile, qui devait être, j'imagine, en cuir et fixé par les 3 points, évidemment, mais finalement, Eschyle aussi parle des griffons au museau pointu et pas au bec pointu, donc peut-être qu'on est plus proche ici de l'image canonique. Et enfin, encore une fois, cette image de griffon et d'arimasme. Alors, ces histoires de griffons, c'est tout à fait intéressant parce que des études anciennes, confirmées par des études plus récentes, montrent que des monstres à un œil, comme le sont les arimasmes, mais aussi des oiseaux fantastiques et extrêmement féroces, sont un mythe très partagé en Inde d'ailleurs. Évidemment, les grands aigles en Inde, on peut penser, j'imagine, à Garuda ou à des oiseaux de ce type. Bref, nous sommes là. Hérodote se fait l'écho d'un mythe qui vient vraiment des profondeurs de l'Asie, d'oiseaux qui peuvent être maléfiques, des mythologies asiatiques. Hérodote, lui, dit qu'il n'y croit pas. Peitomai de ude tuto. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je voudrais reprendre cela parce que c'est tout à fait significatif. Hérodote, qu'on peut croire d'ailleurs, tout à fait, nous dit bien, je vous raconte tout parce que je me sens tenu de tout vous raconter, mais je ne me sens pas du tout tenu de croire à tout. Ego de opheilo legein ta legomenen, ta legomena, peitetas gemen ou pantapasi opheilo. J'ai le devoir de rapporter ce qu'on dit, mais je ne suis pas obligé de tout croire. Et ça, c'est formidable, évidemment, chez Hérodote. Thucydide, alors il a été naturellement, comme vous le savez, extrêmement jalousé. Thucydide, plus jeune, qui était ado quand Hérodote est parti pour la Cité, est visiblement jaloux puisqu'il dit à un moment donné, il ne cite pas Hérodote, je ne vais pas, moi, raconter ce que j'ai entendu du premier venu. Suivez naturellement mon regard. Et puis, naturellement, plus encore, Plutarque, qui fait tout un discours visant à montrer que Hérodote a dit n'importe quoi. Voilà, alors je ne veux surtout pas, parlant la première, et étant tenue par le temps, me rendre coupable d'asigéia, c'est-à-dire d'incapacité à me taire, mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'Hérodote est infiniment mieux informé qu'on ne l'a dit, que bien sûr, ça n'est pas une présence à proprement parler grecque au cœur de l'Asie, mais que c'est l'écho du cœur de l'Asie en Grèce qui n'est pas moins intéressant. Plutarque l'a traité de philo-barbaros, pour moi c'est un compliment et en aucun cas une injure. Plutarque parle de sa kakoeteia, de sa méchanceté, sa malignité, pas du tout. Je trouve que pour un grec surtout de l'époque, il a fait preuve d'une ouverture d'esprit tout à fait remarquable. Sa cité est tout autre chose que, quoi qu'on ait essayé de le montrer de façon d'ailleurs très brillante, sa cité est tout autre chose qu'une Grèce à l'envers, et l'archéologie ne cesse de confirmer ce qu'il nous rapporte. C'est donc le premier à avoir parlé de profondeur aussi profonde, au-delà de la Perse, au-delà de l'Orient ancien, au même cœur de l'Asie, même si, au fond de son projet, il y avait un projet politique, puisque je vous le rappelle, ce qui était en question, c'est le grand affrontement Asie-Europe que traduisait l'affrontement entre l'Iran, que j'appelle l'Iran tout à fait délibérément d'ailleurs, et l'Europe. Quel meilleur patronage pour notre rencontre.